les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Allez, hello, hello, je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude. Ce soir, on va parler des estimations. Allez, il y a 2 personnes qui qui nous ont rejoints. Comme d'habitude, vous connaissez le petit rituel. Merci. Ah bah ça y est, c'est rodé, super. Salut Morgane. Les pouces, ça veut dire que le son est bon. Super, salut Morgane, salut salut Marjorie, salut Céline, hello Marie. Fabienne, ben oui, c'est lundi, c'est normal que je sais plus, soyez là. Ok, génial, super. Ça veut dire que le son est bon, j'imagine? Yes, ok. Allez, ce soir, on parle des estimations. Merci Céline pour le son et l'image au top. Donc, j'ai prévu de vous dire 2-3 petites choses, mais j'ai bien envie de savoir ce qui vous embête le plus dans les estimations et quelles sont les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde concernant les estimations. Il y a 6 personnes déjà de connecter, ça a été rapide là ce soir, super. Allez, go, j'attends vos questions dans les commentaires. C'est un sujet qu'on a abordé un petit peu ce matin en réunion. Et comme j'ai eu le sujet proposé en plus dans les lives et que je ne sais plus qui m'avait posé aussi la question, je me suis dit, allez, go, on fonce. Ce soir, c'est le soir des estimations. Donc, allez-y. Ah, Marjorie, les biens comparables. Ça, c'est the question. J'adore cette question parce que j'avais prévu... et oui, Fabienne, c'est pour ça que je le fais aussi, parce que je me rappelle cette question par rapport au niveau des écarts de prix. Donc, Marjo, j'avais noté d'en parler de ça, des biens comparables, parce qu'il y a une notion en plus qu'il faut aboutir dans cette notion de biens comparables. Ok, bon, ben les autres, allez-y. Salut Emmanuel, re-salut Emmanuel. Les autres, allez-y, commencez à poser toutes vos questions. Je réponds déjà aux 2 premières qui sont vraiment top parce qu'on est vraiment dans le cœur du sujet et puis c'est de la vraie question. Donc, les biens comparables. Alors, il faut définir cette notion. La première, effectivement, il faut comparer des biens qui sont comparables entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en termes de surface, en termes de nombre de chambres, en termes de budget, ils sont similaires. Normalement, du coup, en termes de quartier aussi, d'accord ? Donc ça, ce sont des biens qui sont comparables parce qu'ils ont les mêmes, éléments techniques, on va dire, qui sont identiques. Mais à ça, j'aimerais apporter une notion très, très importante. On en a parlé ce matin et j'ai oublié de le dire à Uriel. Donc, Uriel, si tu regardes ce live, cette réponse est absolument pour toi. C'est la notion de on se positionne, on choisit les biens comparables en fonction du profil de l'acquéreur que l'on peut y mettre dedans. Je m'explique. Si vous avez, par exemple, plusieurs 3 pièces, d'accord, qui sembleraient comparables, il est possible qu'ils ne soient pas tous comparables du point de vue alors vous savez qu'on parle beaucoup de cibles, acheteurs, des avatars, etc., du profil acquéreur que l'on pourrait y mettre dedans. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très grossier pour que vous compreniez. On ne peut pas comparer, d'un point de vue des acquéreurs, un 3 pièces au dernier étage sans ascenseur sur 4 étages, d'accord, avec un autre qui serait au premier étage avec un rez-de-chaussée. Bon, il y a les histoires de vue, on est d'accord, ok, mais moi, c'est cette notion de profil acheteur que je veux que vous intégriez dans la notion de bien comparable. Clairement, ces 2 appartements-là ne vont pas s'adresser du tout au même public. Je pense, par exemple, un couple de retraités n'ira jamais
au quatrième et dernier étage sans ascenseur. D'accord? Donc, est-ce que ça, vous voulez que je le développe plus ou est-ce que vous comprenez là où je veux vous emmener en termes de prendre en compte les biens comparables, mais par rapport aux acquéreurs par rapport à la cible des acquéreurs. En fait, la question du reste, je ne sais plus exactement ce que c'était, comment on en était venu là. Ça m'a échappé, ça m'a mangé, mais en fait la réponse était ça et j'ai complètement oublié de lui donner, ce qui était vraiment dommage parce que là ça fermait le sujet. Alors, j'accueille les autres pendant que vous ayez le temps d'écrire vos commentaires. Alors, Béatrice, bienvenue. Christelle aussi. Marie, on a vu. Ah, et Yves. Alors, Yves, vidéo directe interrompue, c'est pas trop normal. Je pense que c'est bon pour les autres. Hein? Ça marche? Bon, ben je sais pas. Puis en plus, si vous avez réussi à mettre un message, je sais pas, c'est bizarre. Vous êtes là toujours, Yves, ou pas? Dites-moi si c'est bon. Marie qui me dit comment faire lorsqu'on est à une estimation supérieure à une autre agence. J'ai mal lu, mais en fait, c'est ça. Ok. Oui, voilà, c'est ça, Béatrice. Donc, je pense que je n'ai pas été trop mauvaise dans mon explication. Ce soir, les mots ont du mal à sortir comme je veux, mais c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Donc, il faut, parce que voilà, la question des vendeurs de Uriel, c'était de dire, mais est-ce que vous êtes sûr vous savez, les acquéreurs, les vendeurs, justement, quand vous leur proposez la grille d'estimation, parce que normalement, on est censé travailler avec une grille d'estimation où vous mettez les biens vendus, les biens invendus et justement les biens comparables. Donc, le stress, on va dire, d'un vendeur. Et là où il ne faut pas qu'il vous emmène, il ne faut pas que vous plongiez dedans, c'est qu'il aille contester les comparables que vous avez pris. Il faut bien lui expliquer qu'on ne compare pas forcément son bien à d'autres biens, mais qu'on le compare à d'autres biens qui correspondraient à la même cible d'acquéreur que son appartement ou sa maison, peu importe. Ok? C'est ok pour vous ça? Ça permet de botter en touche et idéalement, on essaye de ne pas mettre trop de données non plus. On en met généralement pour pas qu'il aille chipoter. Les photos, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent des photos de biens comparables. Il faut faire attention quand vous faites ça. Vous pouvez le faire, mais il ne faut pas le faire pour tous et systématiquement. Parce que le vendeur, il peut très bien dire ah ben oui, mais lui, il a du crépi, c'est moche. Moi, c'est, je sais pas, c'est un joli enduit, un peu façon pierre, etc. Même si à l'intérieur, c'est pas de la pierre. On est d'accord, on va pas comparer non plus un bien en pierre et un bien pas en pierre. Mais au niveau du revêtement, il y en a qui font de jolis enduits finis, qui donnent un peu cet esprit pierre contre un crépi. Il peut très bien contester, oui, mais lui, il a des volets, je ne sais pas, rose et moi, ils sont gris, hyper tendance. D'accord? Donc, faites attention aux données que vous intégrez dans votre grille, dans votre tableau, pour ne pas que le vendeur aille contester vos données. Et répondez-lui toujours, attention, moi, j'ai pris des données de biens qui sont comparables en fonction du profit d'acheteur qui correspond à votre maison ou à votre appartement. Alors, Richard nous a rejoint, c'est génial, salut, c'est cool que tu sois là. Qui est-ce qui nous a rejoint? Magali, Pauline aussi qui est là, génial. Et Sarah, super. Et Yves, ben, je ne sais pas, je crois qu'on l'a perdu du coup vraiment, au final. Bon. Eh bien, Yves, il y aura le replay. Donc, Yves, si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à mettre vos réactions comme d'habitude et vos commentaires parce que je regarde les commentaires. N'hésitez pas à me taguer si vous voulez être sûr que je vois votre question parce que des fois, j'en rate sans le vouloir, mais j'en rate. Ok Morgane, Phil, j'imagine peut-être que tu vas peut-être en rendez-vous. Fonce, tu regarderas le replay. Alors, est-ce que cette notion de bien comparable, Marjorie, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Et aux autres, est-ce que c'est clair pour vous? Et je vais passer à l'autre question qui était la question de Fabienne. Je trouve
pas. C'est par là. Où est-ce que c'est? Oh, mais vous êtes à fond ce soir, c'est hallucinant, c'est cool. Fabienne, j'ai raté la question, mais c'est pas grave, je sais ce que c'était. C'était pourquoi comment dire, il y avait autant d'écart avec avec les comparateurs en ligne. Donc, ce sont des données qui récupèrent et c'est là justement l'absence de l'humain. Et c'est justement que tous les biens ne sont pas comparables, même quand ils le sont. D'accord? Justement par rapport à ce problème aussi de cible d'acheteur. Ensuite, il y a qui saisit la donnée. Souvent, ce sont des données qui récupèrent de notaires ou vous, hein, quand vos biens sont dans les fichiers AMEPI ou autres, ou vous, quand vous faites appel à ces logiciels-là, d'accord, pour avoir vos réseaux, ils en utilisent. Et bien après, ce sont des données qu'ils gardent. Mais il y a un moment donné, il faut savoir qu'il y a de la saisie derrière et que il n'y a pas une espèce de code pour rentrer ces données-là, d'accord? C'est vraiment est-ce que toutes les données sont vraiment mises? Est-ce que c'est fait de façon objective? On en a parlé déjà, je vais vous donner pareil, toujours des exemples grossiers, mais pour que vous compreniez le principe, bon état, c'est très subjectif, d'accord? D'une personne à une autre, c'est hyper subjectif. Du coup, le logiciel ne l'interprétera pas de la même manière et en tout cas, la donnée ne ressortira pas comme il faut. Si c'est un bien qui méritait de ne pas être si en bon état que ça, d'être en mauvais état ou au contraire en très bon état, forcément, ça ne ressort pas de la bonne manière. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est justement, du coup, c'est un gros atout quand même. Alors, pas pour vous, pour faire vos estimations, ça on est OK, mais pour contester, ou en tout cas pour apporter énormément de votre valeur vis-à-vis des vendeurs. Imaginons un vendeur qui a fait une estimation en ligne, et bien justement, il faut appuyer là-dessus, lui démontrer que pour la même saisie de bien, de son bien avec ses caractéristiques à lui, vous faites le test, vous le faites dans plusieurs moteurs d'estimation et vous lui démontrez que le prix qui sort, c'est des fois hallucinant. Il y a des écarts de prix, c'est pas 10 000 euros, hein, c'est 100 000 euros ou voire bien plus. Donc lui montrer que justement, c'est un premier jet, c'est pour avoir une idée, mais après, derrière, vous, votre rôle, c'est justement de confirmer ou d'infirmer la valeur qu'il avait trouvée, lui, dans les estimations en ligne. Par exemple, Fabienne, j'imagine que c'était par rapport à ça aussi ou pas. Est-ce que tu veux préciser ta question par rapport à ça? Est-ce que c'était vis-à-vis du vendeur ou est-ce que c'était vis-à-vis de toi quand toi, tu as besoin de réaliser une estimation? D'accord? Donc, votre rôle, il sera justement et de commenter et de dire pourquoi vous êtes d'accord avec le prix que le vendeur avait trouvé en ligne ou pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec le prix que le vendeur avait trouvé en ligne. Encore plus quand c'est lui qui saisit les critères dans un dans ces fameux moteurs d'estimation, il est encore moins objectif que vous ou qu'un négociateur qui l'aurait rentré dans un fichier. On est d'accord? Alors, je regarde un petit peu. Oui, oui, Marjorie, tout à fait. Hein, d'ailleurs, toi, tu as vu la découverte émotionnelle du vendeur, donc tu sais qu'un des objectifs premiers, c'est pour savoir quel est le profil d'acquéreur qui va correspondre à ce bien-là, d'accord? Soit il n'y en a qu'un, soit il y en a plusieurs. Et de faire en fonction de ça. Tout à fait, tu as très bien compris. Sarah qui me dit merci beaucoup, je regarde tous les replays. En tout cas, c'est génial que vous soyez là en live ce soir, Sarah. Du coup, s'il y a des questions sur ce sujet ou même sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Ah, Yves me dit qu'il est là. Génial, super. Lucie nous a rejoint, c'est génial. Conseil pour choisir un logiciel IMO. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais c'est quelque chose comme Gestimo, je crois. Il faudrait que je vérifie. Je vous le mettrai, tiens, je vais me le noter, parce que depuis ce matin, je suis censée regarder, je ne l'ai toujours pas fait. Mais normalement, c'est Gestimo ou un truc dans le genre. C'est celui, on a fait plusieurs tests avec plusieurs personnes.
sur des biens qui ont été vendus. C'est celui, mais bon, on l'a fait dans une région, donc il faut voir si ça fonctionne dans d'autres régions, qui semblait, enfin moi je l'ai fait chez moi et on l'a fait sur Marseille, qui semblait être le plus proche et avec un écart de prix pas délirant. Hein? C'est ça le nom du truc, t'as regardé? Gestimo? C'est avec un J. Bah, mets-le, tiens, dans les commentaires. On n'a pas de la technique qui nous aide, c'est cool. Génial. Oui, de toute façon, ça reste que des données, et les données, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, mais rien n'enlèvera jamais, vous, votre œil d'expert et votre connaissance à vous du secteur. Ça, j'en ai beaucoup parlé ce matin. On va y revenir dessus. Je fais un petit tour déjà de vos questions et après, on va revenir sur des points importants dont je voulais vous parler. Fabienne qui me dit oui, tout à fait. Donc, du coup, normalement, j'ai répondu à la question. Et surtout pour moi, pour trancher sur ces écarts. Ok. Bah après, là, ça sera la connaissance du secteur, Fabienne. Mais votre rôle, il est vraiment comment dire, de dire au propriétaire, ok, c'est bon, je valide le prix. Ou alors, pour telle et telle raison, quand vous validez, il faut dire pourquoi vous êtes ok. Ou alors, ben non, je ne suis pas d'accord parce qu'il n'a pas tenu compte de ça, ça, ça et ça. Oui, Marjorie, c'est ça. Le propriétaire, lui, il fait son estimation avec son affectif. Et puis, effectivement, sur certaines notions, il ne va pas être objectif, notamment sur l'état, par exemple, du bien. Moi, ici, il disait qu'il n'y avait pas de travaux. Bon, ils sont gentils, les propriétaires, mais pas de travaux. Ouais, on n'a pas les mêmes, comment dire, on n'a pas les mêmes valeurs, là, pour le coup. Lucie qui confirme ses gestimaux. Oui, après, il y a bien sûr les histoires de pondération, mais là, c'était même carrément autre chose. Ah, il n'est pas gratuit, Gestimo. Oui, mais il est plus fiable apparemment que les autres quand même. Lucie qui dit sur Toulouse aussi, les estimations sont bien. Bon, ben, du coup, ça confirme quand même ce qu'on avait vu, nous, avec des membres de la team sur les valeurs proposées. Ah, Richard qui dit beaucoup de mal avec les biens comparables, les pondérations, dépendances, combles, aménageables. Oui. Alors, comment dire? Idéalement, vous êtes censé comparer des biens vraiment comparables. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est difficile de comparer un bien avec dépendance et sans dépendance, par exemple, ou avec du potentiel et pas de potentiel. Bon. Après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, sur le marché où il y a plus ou moins de biens à la vente et où on a des données plus ou moins importantes. OK. En même temps, on est quand même sur des niveaux de vente là qui sont plus qu'exceptionnels. Donc, normalement, de la donnée, il y en a. Mais idéalement, il faut comparer. Alors, on ne va pas après non plus comparer, se bloquer si ce qui compte, c'est qu'il y ait de la dépendance. Après, qu'il y ait 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés de dépendance, ça ne va pas changer grand-chose, sauf si on peut vraiment faire quelque chose de ces dépendances. Mais là, du coup, j'aurais tendance à dire qu'on va changer de cible acquéreur. Du coup, est-ce que ce bien-là, il est vraiment comparable ou pas? Pauline qui dit vive le live. Alors, je pense que tu parles du live de demain. C'est demain, mardi soir à 20h, c'est ça, celui-là dont tu parles, Pauline? Oui, alors, et après, les combles aménageables, bon, ça c'est un plus, mais c'est toujours pareil, il faut voir dans quelle mesure elles sont vraiment aménageables. Et puis, bon, moi je ne fais pas trop de pondération, comme vraiment en appliquant le moins 10, moins 15, moins 20, plus 20, etc. Ça, je ne le fais pas. J'utilisais vraiment mes comparables et je sais pas, peut-être que j'avais une finesse, mais ça c'est vrai que c'est un truc que moi ça m'a jamais vraiment posé de problème. Du coup, je sais pas.
Ah, de mon hésitation à répondre par rapport aux pondérations. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, Pauline, moi, c'est ce que je viens juste d'expliquer. C'est ça qui me pose un vrai problème. C'est de pondérer à chaque fois. Je fonctionnais pas du tout comme ça, je pondérais pas. Du coup, moi, ça, c'est le genre de choses que je suis toujours embêtée quand on me dit ouais, mais une piscine ou je sais pas. Oui, voilà, un sous-sol aménageable ou pas, à combien tu le pondères Mais non, enfin, ça j'avoue que moi, ça me met pas bien parce que je ne fonctionnais pas du tout comme ça. Je prenais vraiment le bien globalement et puis j'étais tellement dans ce truc de peut-être parce que c'est quelque chose aujourd'hui que vous maîtrisez peut-être pas encore, je sais pas, j'arrive pas trop à vous dire pourquoi vous êtes toujours en mode hyper pondération à fond et moi je ne le suis pas du tout. C'est parce que vraiment je ciblais les biens uniquement par rapport au profil de l'acquéreur que l'on pouvait mettre dedans. Et du coup, bah, je choisissais mes comparables en fonction de ça. Et du coup, il n'y avait pas tant que ça besoin de les pondérer au final. Après, je faisais plus un rapport parce que oui, je trouvais bien sûr pas que des biens de 200 mètres carrés, ça on est d'accord. Des fois, ils faisaient 185 et d'autres fois, allez, 210. Mais on ne peut pas non plus comparer trop un bien de 180 et 250 mètres carrés. Si c'est un 4 pièces, par exemple, si c'est une maison 4 pièces, une qui fait 180 et une autre qui fait 250, est-ce qu'elles sont encore comparables, ces maisons-là? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que le séjour, il va être vraiment beaucoup plus grand. Peut-être qu'il va y avoir des arrière-cuisines. Enfin, il va y avoir des fonctionnalités, une manière de vivre dans ce bien-là qui va être hyper différente. D'accord? Est-ce que pour vous, c'est plus parlant? Est-ce que vous comprenez pourquoi, moi, la pondération, ça me bloque? C'est quelque chose que je ne peux pas vous... et je me refuse même d'y aller sur ces histoires de pondération. Alors, je sais que c'est bizarre, mais ça, c'est quelque chose, moi, où j'ai jamais fait ça, en fait. D'accord. Pauline, tu me dis justement, mais tu n'appliques pas. Alors, j'ai fait une formation l'an dernier sur les estimations et elle nous a donné. Oui, voilà. Ben, moi, c'est exactement ça que je veux pas faire. Je ne veux pas appliquer. C'est exactement ce dont je parlais, ces histoires de pondération de plus 5% et de plus 10%. Parce que dans ces cas-là, tu dois tout pondérer ou tout minorer, y compris la peinture, enfin, tu vois, enfin, à un moment donné, où tu commences la pondération, ou tu l'arrêtes. Moi, ça. Et puis à partir du moment où on prend des biens comparables, on n'a pas besoin de pondérer derrière. On ne va pas comparer une maison avec piscine et une maison sans piscine. Donc la pondération, elle n'a pas lieu d'être. Voilà. Et voilà pourquoi moi, c'est vrai que sur ce genre de questions, je suis un peu bloquée, j'avoue, parce que c'est quelque chose que voilà où j'adhère pas en fait. J'adhère pas du tout. C'est pas mon mode de réflexion. Alors, j'intègre dans mon estimation le coût de travaux estimé. Oui, alors il faudrait voir exactement dans quel contexte et dans quel, enfin, comment tu le fais, mais c'est possible. Après, attention, parce que un bien avec travaux coûtera toujours, pardon, un bien sans travaux coûtera toujours moins cher qu'un bien travaux réalisés. D'accord? Parce que le fait de se lancer dans les travaux, de faire les travaux, ça a un coût. D'accord? C'est-à-dire qu'un bien euh, sans travaux et tu rajoutes les travaux, il sera toujours moins cher qu'un bien déjà travaux inclus. C'est clair ça? Je me suis bien expliqué là ou pas? Ok, Pauline qui dit je suis d'accord avec toi. Du coup, Richard, je suis désolée, mais moi, je ne peux pas t'apporter énormément de valeur là-dessus. Par contre, cette grille de pondération, elle existe, elle est facilement trouvable. Ça, je peux te la fournir si toi, c'est quelque chose avec quoi tu as envie d'avancer et avec quoi tu as envie de travailler. Mais là, c'est vrai que moi, ça, je ne saurais pas te comme c'est pas du tout ma manière à moi de fonctionner et de travailler, je ne peux pas te l'expliquer. Ça, c'est clair que non. Moi, en général, pour les annexes, je prends le mètre carré et j'applique.
Ah, ouais, bah ça c'est pareil. Ça, c'est le genre de truc que je fais pas du tout. Puisque je compare vraiment les biens entre eux. Ça, c'est pareil. Moi, je compare pas un appartement qui a pas d'extérieur, enfin, pas de balcon, pas de terrasse, avec un appartement qui en a un. Parce que c'est pas comparable. Ce n'est pas comparable du tout. Du coup, c'est pareil. La pondération, elle n'a pas lieu d'être. Il faut comparer les biens entre eux, tenir compte si effectivement il y a des travaux, si c'est des gros travaux ou pas, d'accord. Parce que c'est pareil, la notion de travaux, il faut mettre une définition sur la notion de travaux. D'une personne à une autre, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, ok, Lucie, je comprends ce que tu... euh, Oui, bien sûr, mais ça, c'est effectivement, c'est pas lié à l'estimation directe. Enfin, en partie, mais c'est pas en termes de quel comparable je choisis. Mais ok, oui, tu as tout à fait raison de faire ça. Il faut effectivement prendre acte du montant des travaux, alors sans partir dans des travaux délirants, mais ce qui est censé être fait, ce que le propriétaire, en gros, aurait dû faire tout le temps de l'occupation de son bien et qu'il n'a pas fait parce que bon, quand on rentre dans un bien, on commence à faire les travaux au début, puis après on en a marre, on les fait plus, ou ce dans quoi on vit, ça nous convient bien. Il y a des choses qui auraient mérité d'être faites et qui n'ont pas été faites. Ça, ok. Et oui, alors ça, effectivement, ça, alors, Lucie, c'est vrai que bah, moi, c'est pareil, hein, je te dis, moi, les vendeurs, c'était une succession quand j'ai acheté cette maison. Pour eux, il y avait zéro travaux. Alors, c'était pas complètement faux, parce que les tapisseries, j'avais jamais vu des tapisseries aussi propres, nickel, impeccables, sans égratignure. Sauf que les tapisseries, elles avaient juste 30 ans, donc c'était des couleurs sombres marron. D'ailleurs, toutes les menuiseries étaient marron, le plafond était marron, le carrelage était marron, tout était marron. Les tapisseries, c'était ce qu'on peut faire il y a 30 ans, des grosses fleurs, des machins. Donc, c'était pas du tout envisageable comment dire, de vivre là-dedans, c'était absolument impossible. Sauf que de la tapisserie collée sur du placo, si derrière on veut mettre en peinture, eh ben c'est pas juste changer la tapisserie, ce n'est pas vrai. Comme le sol, moi c'est des carreaux qui ont été collés au ciment. Donc je fais quoi moi de mon carrelage moche marron? Il n'y a pas l'épaisseur pour passer sous les fenêtres pour remettre quelque chose par-dessus. Donc comment on gère ça? Là, je suis désolée, c'est plus juste de la décoration. On est dans de gros travaux. Donc oui, il faut effectivement sensibiliser les propriétaires sur la notion de travaux et leur faire prendre conscience que juste faire de la déco, non. La plupart du temps, malheureusement, c'est pas juste faire de la décoration. Magali qui dit j'arrive après la course. Hola todos, j'écoute. Alors Magali, on parle des estimations ce soir. Donc allez-y, foncez go. Si vous avez des questions sur les estimations, c'est le moment. Marjo qui dit c'était une maison dans son jeu. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'était vintage. Ouais, mais c'était pas le bon côté vintage. J'aime beaucoup le vintage, mais là, pas celui-là. Alors, Fabienne qui me dit, j'ai eu à faire une estimation pour une maison sur le jardin de laquelle il y a une dépendance aménagée en studio. Ok, plus une piscine. Je n'ai pas trouvé de bien comparable dans le secteur, du coup, obligé de pondérer. Oui, alors, mais encore une fois, moi, je pondère pas en respectant la grille plus 10, plus 15%, parce que on dit pondérer une piscine à 10%, ou je sais pas combien c'est la piscine. Mais bon, après, ça va dépendre de la qualité de la piscine. C'est quoi la piscine? Est-ce qu'elle est à sel? Est-ce qu'elle est au chlore? Elle date de combien de temps? Est-ce que la plage, elle est bonne? Est-ce qu'elle est vraiment aux normes? Et on ne peut pas pondérer toutes les piscines. Alors, je dis n'importe quoi parce que je ne le connais même pas, hein, le taux de pondération pour les piscines. S'il y en a un qui veut le dire, allez-y, faites-vous plaisir. Mais deux piscines entre elles, c'est pareil, elles ne sont pas comparables. C'est pas possible. Du coup, eh bien, là, c'est plus une vraie plus-value qu'une pondération, enfin, ou une majoration, on va dire. Euh, Fabienne qui était mort de rire. Oui, bien sûr qu'il faut le pondérer, on est d'accord, surtout si tu n'en trouves pas. Mais
là, ce qu'on peut faire, c'est se poser la question d'une piscine neuve, si on devait la faire aujourd'hui, eh bien, combien ça coûterait, ok, et après, ensuite, à adapter en fonction de la qualité de la piscine et de la date de la piscine. Après, c'est pareil. Est-ce que tous les systèmes qui va avec la piscine, il est en bon état ou pas? Enfin, bon, c'est pareil. Et Marjorie qui dit, est-ce que ça a été déclaré? Oui, alors ça c'est pareil. Tiens, tu fais bien de soulever ça, Marjorie, parce que celui-là, tu vois, je ne me l'étais pas noté. J'ai pas encore regardé mes petites notes. Je ferai un tour tout à l'heure pour voir si j'ai rien oublié. Mais il faut vous assurer que tout soit déclaré, parce que si tout n'est pas déclaré, on peut pas en tenir compte dans l'estimation. Soit le propriétaire, il se met aux normes, et à ce moment-là, alors du coup, vous pouvez faire 2 estimations pour le motiver à se mettre aux normes, d'accord? Ou à déclarer tout ce qu'il y a à déclarer, parce qu'au final, c'est pas très grave qu'il le fasse, hein. Il vaut mieux, il en tirera plus d'argent. Donc, une estimation, on va dire, en fonction de ce qui n'est pas déclaré, et une estimation, s'il déclarait tout, s'il se mettait à jour, de combien il pourrait vendre son bien. Encore faut-il avoir posé les questions et avoir creusé la situation. Effectivement, ça, il faut clairement en tenir compte. Ah, Fabienne, c'est une piscine hors sol. Oui, bon, ben là, ça n'a pas tant de valeur que ça. Elle a le mérite d'être là, c'est sympa, mais c'est un petit plus, on va dire qu'à la limite, les acheteurs, je sais qu'il y a des gens qui vont bondir, hein, mais moi, je faisais comme ça. Et bon, vous savez à quel niveau je suis arrivée de vente. Donc, bon, voilà. C'est un petit plus. Alors que tu vas rajouter, mais on ne va pas chiffrer ça de façon dingue. Mais par contre, c'est vraiment ce qui va faire, pour ce cas, hein, pour la piscine hors sol, ok, c'est le petit plus qui va être entre... parce que généralement, les gens, il faut bien comprendre ça, les gens qui veulent une piscine, généralement, ils détestent les piscines hors sol. Vous êtes OK avec ça? Ce que je vous dis, vous êtes d'accord avec ça? Donc, on ne peut pas... Mais là, en fait, vous comprenez qu'en fait, c'est encore et toujours un problème de profilage des acquéreurs et non pas de comparaison de biens entre eux et non pas de pondération des choses. OK? C'est encore un profil d'acheteur. Je vous le redis, un acheteur qui veut vraiment une piscine, si vous lui présentez une piscine hors sol, il va choper les boules, ok? Donc, c'est vraiment la piscine hors sol, un plus pour quelqu'un qui, à la base, ne voulait pas spécialement une piscine, que peut-être, potentiellement, c'était un petit projet pour lui, d'accord? Mais ce n'est pas un critère fondamental dans sa recherche. Et là, le fait d'avoir une piscine hors sol, ça sera un petit plus, elle aura le mérite d'exister. Mais globalement, ça ne va pas changer grand-chose, ok? Est-ce que vous comprenez mieux ces histoires de biens comparables et de pourquoi je n'utilise pas cette grille de pondération des biens? Parce que là, il est excellent. Fabienne, je ne sais toujours pas si c'est tu ou vous. Moi, je ne sais plus, je suis perdue. Moi, j'ai envie de dire tu, parce qu'on se voit tellement que du coup, j'ai envie de dire tu, mais bon, il faut m'autoriser. On est vraiment dans un super exemple. Il est génial ton exemple parce que là, c'est un vrai exemple pour comprendre le ciblage des acheteurs et de comprendre comment on estime un bien en fonction du profil des acheteurs. OK ? Ah ouais, ok, je vois Lucie, c'est pas mal. Ah tiens, Aline et Marilyn qui nous ont rejoints. Génial. Et Anne-Claire aussi qui nous a rejoints. Super. Alors, Pauline qui dit, dans ma grille, la piscine n'est pas prévue. Je pense que c'est une plus-value et non une pondération, comme tu le disais, Stéphanie. Alors, rappel des taxes si ce n'est pas déclaré, oui, c'est vrai, mais bon, de toute façon, il faut quand même qu'ils comprennent à un moment donné que l'acquéreur est en droit, lui, de le mettre, à jour, d'accord, des taxes. Il n'est pas obligé de continuer la bêtise qu'a fait le vendeur. Et dans ces cas-là, les impôts, ils vont quand même s'en rendre compte et les impôts, ils peuvent quand même lui réclamer.
Donc, autant qu'il le fasse, et au moins il en tirera le prix de la vente, que de ne pas le faire, vendre son bien moins cher. Et en plus de ça, que l'acquéreur, lui, il va faire une déclaration rectificative aux impôts, parce que c'est ça, hein, en fait, les impôts, ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent qu'on paye le bon montant de taxes, on est OK. D'accord? Parce qu'après, d'un point de vue de l'urbanisme, généralement, bon, ben, c'est fait, hein, ça dépend le délai, mais globalement, le problème, c'est les impôts. Et ça n'empêchera pas les impôts de faire une action en arrière. Hein. OK? Ah, Fabienne qui me dit c'est tu. Bon, ça me rassure parce que j'aime pas tutoyer des gens qui aiment pas ça. Donc, tant mieux. Voilà. Oui, Lucie qui dit effectivement, je crois que le vendeur peut faire une déclaration. Oui, oui, bien sûr, mais bon. Ah oui, alors, et mon studio dans le jardin de cette maison. Alors, oui, ça compte. Après, il faut voir comment il est. Est-ce que c'est un studio dans lequel on peut vraiment faire, par exemple, de la rentabilité locative ou pas? Dans ces cas-là, c'est très, très intéressant. Parce que ça pourrait même aider les acheteurs à acheter ce bien-là en tenant compte du revenu locatif de ce studio. Donc ça, oui, c'est vraiment à en tenir compte. Mais après, il faut voir comment il est placé, il faut s'il a un accès indépendant, pas indépendant, ou alors est-ce que c'est plutôt un studio pour recevoir de la famille ou pour un jeune ado. Mais là, Fabienne, c'est encore une histoire de positionnement, enfin de profil de son acquéreur. Mais là, oui, un studio, ça c'est soit un vrai plus qu'il faut chiffrer, c'est clair. Soit c'est carrément, ça peut potentiellement aider. Enfin, c'est carrément un autre enfin pas un autre projet, mais c'est un vrai atout financier où même là, les futurs acheteurs, ils pourraient le louer, soit à l'année, soit faire une chambre d'hôte dedans, d'accord? Donc là, oui, le studio, faut clairement en tenir compte. Je suis moins pour la piscine. La piscine, c'est vraiment la petite cerise sur le gâteau. C'est un peu comme quand vous avez... alors, je dis pas qu'il faut pas en tenir compte du tout, mais on en tient compte d'une moindre mesure. C'est comme si vous avez une maison en bon état et l'autre qui est en bon état, mais voilà, il y a le petit truc en plus qui fait que la déco, elle est vraiment bien. Du coup, ça va aider les acheteurs à se projeter. Comment dire, à mieux, oui, voilà, c'est ça, à mieux se projeter. Et du coup, ben, laquelle des deux, c'est quoi, un appart ou une maison que je vous ai donné en exemple, je sais plus. Eh bien, ça fait que ça sera celui qui est mieux présenté qui partira plus vite. D'accord? Et l'autre, il restera sur le carreau. En fait, ça va plus d'évaluer celui qui n'a pas. Il faut aussi partir, c'est quand même ça, quand même, au standard. C'est quoi le standard aujourd'hui d'un bien? D'accord? Qu'est-ce qui doit avoir aujourd'hui, idéalement, un bien? Alors, Pauline, je pense que la question, c'est par rapport au studio. Alors non, tout ce qui n'est pas déclaré, on n'en tient pas compte. Donc là, ça pourrait être un plus, une cerise sur le gâteau aussi, mais on ne tient pas compte de ce qui n'est pas déclaré. Ah, Fabienne qui dit oui, rentabilité locative, et c'est pour ça que j'ai galéré pour mon estimation. D'accord, je comprends mieux. Mais là, oui, ça par contre, il faut en tenir compte. Fabrice, bonsoir et bienvenue. Alors, est-ce que là, ce que je vous ai dit, ça éclaircit les choses? Est-ce que vous comprenez mieux? Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je vais ouvrir mon petit document, parce que là, je me suis fait quand même 2-3 petites notes que je n'avais pas sous les yeux, mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y avait les histoires de prix. Est-ce qu'on prend vraiment au prix plus cher ou pas? Bon, globalement, j'ai fait le tour, mais après, ça va dépendre de vos questions, en fait. Je compléterai en fonction de vos questions. Alors, vos réactions, vos questions. Est-ce que ce que je vous dis, ça a du sens ou pas? J'ai vu un greu passer sur mon écran. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'il se manifeste.
Ah, nickel. Fabienne me dit nickel toutes ces infos comme d'habitude. Merci. Tant mieux si ça t'aide à avancer mieux et à mieux comprendre comment faire, tout simplement. Marjo qui dit oui, c'est clair aussi. Ok, pendant que je vous laisse réagir, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi aussi. Hein. Moi, après, je vous explique pourquoi je fonctionne comme ça. Mais vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vous dis. Ah. Alors, il va y avoir la réponse officielle et la réponse officieuse, Pauline. Enfin, plutôt la réponse juridique et la réponse commerciale. Bon, en sachant que là, tu es quand même, Pauline, du bon côté de la chose, parce que c'est toi qui as des honoraires plus bas. Donc, si on se place d'un point de vue commercial, ben, c'est tant pis pour l'autre agence et il vaut mieux que ce soit toi qui sois en dessous. Comme ça, ben, c'est toi qui obtiendras plus souvent les appels des acheteurs. Maintenant, alors après, ça dépend quand même de l'autre agence, si elle est en charge acquéreur ou si elle est en charge vendeur. Mais, d'un point de vue juridique, normalement, vu qu'on n'est pas censé, que les honoraires ne sont pas censés apparaître dans le prix, que c'est le vendeur qui est censé payer les honoraires, les biens sont censés être tous affichés au même prix. Mais ça, c'est d'un point de vue juridique. D'accord ? Donc, Pauline, comme de toute façon, personne ne le fait, bon, et que là, c'est pas toi qui... Est-ce que tu crains quelque chose ou pas? C'est une bonne question, ça. Tiens, attends. Il faudrait que j'y réfléchisse 2 secondes là-dessus en posant. Parce que, est-ce qu'en cas de contrôle... Bon, à la limite, tu t'en fiches, c'est pas toi qui as la carte. Est-ce qu'en cas de contrôle, ça peut prouver que... Non, non. Fonce comme ça, moi je te dirais. Tant pis. Allez, hop. Tant pis, tant pis. Oui, Fabienne. Oui, alors Fabienne, bien sûr, d'un point de vue commercial, c'est clair, c'est évident. Après, moi, je pensais plus d'un point de vue juridique, mais bon, hein, pour une fois, on va laisser tomber. Bonsoir, Dali. Ah non, si tu t'alignes, Pauline, ce n'est pas tes honoraires que tu changes, c'est le net vendeur, c'est là où on a un problème juridique en fait. C'est le net vendeur que tu montes. Voilà, tout simplement. Mais c'est profites-en, tant qu'à faire, tu es en dessous, comment dire, applique tes zonos avec le net vendeur et puis c'est tout. Hein, ok. Bon, je vois que tu me mets à ok, c'est que c'est bon. Ah, bah j'ai un super contre-jour. Génial. Super, allez-y. D'autres questions? Pendant ce temps-là, je fais un petit rappel sur notre défi 30 jours. Si vous voulez vous lancer dans un défi 30 jours avec nous sur une action sur laquelle vous procrastinez, une action où vous n'osiez pas passer à l'action puisque l'action, c'est ça qui vous fait réussir ou pas réussir, eh bien, nous, on a décidé de se lancer un petit défi 30 jours pour faire une action pendant ces 30 jours sans réfléchir, juste on se concentre sur l'action et on mesure les résultats au bout de 30 jours. Lucie qui dit oui, c'est mieux pour le vendeur. Oui, c'est sûr, mais avoir un avantage concurrentiel en étant moins cher que les autres, c'est quand même vachement bien aussi. C'est juste le côté juridique qui n'est pas carré, mais là, voilà. Magali qui confirme et qui dit il faut juste que tu respectes le barème. Mais honnêtement, là, je dirais vas-y, fonce, hein, soit en dessous. Hein. Pauline qui me dit ce matin sport plus boitage, non, il ne faut surtout pas que tu arrêtes tes lives.
Alors, je vais pas pouvoir faire comme ça des lives à vie, ça va pas être possible, parce qu'à un moment donné, je crois que je saurais plus quoi dire. Puis vous en aurez trop marre de moi. C'est comme les biens, ça. À un moment donné, il faut les rendre rares pour qu'ils restent exceptionnels. Si vous m'avez tout le temps, vous allez trop en avoir marre de moi et je vais mal le vivre. Pauline qui dit ça donne la pêche, mais tant mieux. C'était vraiment l'objectif de ces petits lives. Mais comme je dis, Pauline, je ne sais pas si tu étais le si tu es là tout le temps, donc tu as dû l'entendre, que du coup, ce que je vais faire pour garder cet esprit live, je le ferai une fois par semaine. Et les FAQ que je faisais avant, qui étaient les réponses aux questions de mes généralement, c'était les gens du blog ou qui m'écrivaient, qui me posaient des questions. Je le faisais en vidéo. Donc, ceux-là, je les ferai en live. Voilà. Donc, on restera par contre sur le rythme d'un live par semaine, ce qui sera déjà super bien parce que là, ça sera à vie. Ça sera à vie. Ah oui, Marie, c'est vrai que tu as bien fait de me reposer la question parce que effectivement, je crois que tu m'avais déjà posé cette question et je l'ai ratée. Sur le mandat que j'ai pris, mon estimation est supérieure à celle de l'autre agence, donc du coup, mon prix est plus élevé. Que me conseilles-tu? Bon, alors ça, c'est du gros sujet. Ça fait partie des petites choses que j'avais noté, que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas dit. Je finis de lire les autres commentaires, Marie, et je réponds à cette question. Magali qui dit ça peut te permettre de faire sauter l'autre mandat et de récupérer l'exclu. On ne sait jamais. Ben oui, pourquoi pas. Et à la limite, c'est un risque mesuré dans ces cas-là. Pauline qui me dit mais non, on t'aime, on n'en aura jamais marre. Ah, je sais pas. Marjorie qui dit de préférence le lundi. Alors, ça y est, t'es déjà en mode FAQ. Marjorie, c'est ça, de préférence le lundi. Pauline qui dit je vais essayer en répondant à Magali. Génial. Du coup, c'est le jour du live que vous êtes en train de donner, c'est vrai? Donc, dites-moi si c'est ça. De toute façon, pour moi, lundi ou mardi, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Donc, ok, ça serait bon. Et Lucie qui dit cool, bonne nouvelle. J'imagine que c'est pour les FAQ en live que tu dis ça. Ah, tout le monde le lundi. Ok, bon, go. C'est, donc, ceux qui regardent en replay aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le fait de faire les anciennes FAQ qui étaient en vidéo, de les faire en live et du coup, de participer au sondage. C'est dommage, j'aurais pu le faire, ça, un sondage. Là, je ne peux plus le faire, je crois pas. Je vais regarder, tiens, si je peux faire un sondage ou pas. Créer un sondage. Ah, mais c'est vachement bien les lives. Moi, je dis quel jour pour les... Alors, je mets pas de S à live parce que c'est de l'anglais. Donc, voilà. Alors, moi, on va pas mélanger de l'anglais avec du français. Quel jour pour les lives hebdomadaires en remplacement des FAQ. Hop. Donc, on va marquer lundi ou mardi. Voilà. Quel jour pour les lives hebdomadaires? Par contre, hebdomadaire avec un S, c'est quand même vachement mieux. Hop. Voilà. Allez, hop, je publie. Vous n'aurez plus qu'à voter. C'est vachement bien. Je suis trop contente. J'ai découvert un truc là. Vous allez être mort de rire. Mais voilà, ça fait peur. Pauline qui dit les absents ont tort. Mais sérieux, vous êtes vraiment tous sur le lundi, sauf toi, ma pauvre Lucie. Bon, mais écoute, on fera la majorité là pour le coup. On fera la majorité. Donc Marie, je réponds. Donc ta question initialement, elle n'était pas forcément posée comme ça, c'était plus en mode l'autre agence, si je ne me trompe pas, a estimé plus haut que moi.
D'accord? C'était ça ta première formulation de la question, je m'en rappelle maintenant. Et ensuite, tu m'as dit, je l'ai là, sur le mandat, que j'ai pris mon estimation est supérieure. Ah, elle est supérieure à... C'est toi qui es supérieure, Marie? Ah, c'est rare ça. Généralement, les membres de la team sont toujours en dessous des autres agences. Mais alors, ce qu'il faudrait faire, tiens, peut-être Marie, on en parlera toutes les deux en call de ça, parce que j'ai besoin de creuser la question là. J'ai besoin de te poser des questions clairement, de savoir des choses, ok? Donc pas demain, parce que demain, ben, tu sais, c'est ma journée webinaire, donc je vais faire la réunion et après je vais me concentrer sur le webinaire. Si ça peut attendre un petit peu, on va dire, je sais pas, mercredi ou jeudi, on se fait. Quoique mardi, il y a la permanence téléphonique. Ou alors appelle-moi, si j'ai la permanence téléphonique. Appelle-moi mardi, Marie, à la permanence téléphonique, on en parle de ça. Hein? Bah oui, c'est demain. Et Agnès qui nous rejoint, bonsoir. Oui, tu as pas. Non, mais attention, Marie, je ne doute pas que tu as fait ça comme il faut. Mais je vais te donner des indications pour le vendeur et tout. Mais j'ai besoin de valider 2-3 trucs avant, ok? Donc, non, mais tu m'appelles toi demain, ok? Tu m'appelles toi demain entre 13h et 14h et on va débloquer ça. Et en fonction, bah, je le rajouterai en commentaire dans la vidéo. Il faut que je me le marque parce que ça, par contre, je vais oublier sinon. Pour vous dire ce qu'on a dit avec Marie, enfin la conclusion. Ajouter le col de Marie. Conclusion, commentaire. Hop, sinon je vais oublier. Voilà, on fera ça. Parce que là, ouais, je ne peux pas te répondre comme ça. Sylvie, bonsoir et bienvenue. Donc pour Agnès et Sylvie, en fait, le sujet de ce soir, c'était les estimations et l'idée, c'était de poser vos questions sur les estimations. Voilà, c'était en mode ce soir, on se lâche sur les estimations. Il y aura bien sûr le replay. Alors hier, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je m'étais tout simplement connectée sur mon profil et non pas sur ma page. Voilà, voilà, voilà pourquoi ça ne marchait pas bien, pourquoi vous n'avez pas eu les notifs, etc., etc. Vous êtes 20 ce soir, c'est bien, c'est un super live. Déjà en participation comme d'hab, c'est cool. Et en nombre de personnes, on est pas mal du tout. Ça fait partie d'un des meilleurs. Donc allez-y, n'hésitez pas, parce que là, ceux qui posent des questions, ça ne représente pas 20 personnes. Et n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des partages d'expériences à faire, allez-y, c'est toujours intéressant. On grandit toujours mieux tous ensemble que tout seul. Donc, n'hésitez pas à faire vos remarques. Et est-ce qu'il y a des nouveaux qui ont envie de se lancer dans le défi 30 jours? Parce que vraiment, ça a boosté les gens, ça leur a permis de passer à l'action tout simplement. Et je ne saurais jamais le répéter que c'est le passage à l'action qui fait qu'on réussit ou pas. Ok, plus de questions, plus rien? Ah ben, je ne vois pas le temps passer, on a encore passé quasiment 1 heure. Et le lundi à 81% l'emporte. Je ne sais pas combien il y a de personnes. Tiens, on n'a pas ça, le nombre de votants, c'est dommage. Peut-être que je l'aurai, moi, dans mes stats, je regarderai. L'emporte clairement. Donc, je le répète, ceux qui regardent ces lives, parce que je le sais, vous êtes nombreux à regarder ces lives en replay, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et si toutefois, parce que c'est la première fois que je fais un sondage en live, si toutefois le sondage n'était plus actif parce que c'était un replay, je ne sais pas, mettez dans les commentaires votre choix de jour. Donc je répète, c'est pour garder ce côté live qu'on a bien apprécié tous
et transformer les anciennes FAQ que je faisais une fois par semaine le mardi en vidéo enregistrée, de les faire tout simplement en live. Ah, Béatrice qui me dit « J'ai un vendeur accroché à une estimation hyper haute. » Ok. Donc, je pensais que c'était ça que dont Marie me parlait au départ. Il faut le... Alors, j'imagine que ce n'est pas toi qui as fait l'estimation, Béatrice. Je pense que c'est un confrère qui l'a faite. Eh bien, là, il faut tout simplement déstabiliser un petit peu le vendeur, en tout cas le faire s'interroger et lui demander est-ce qu'il sait comment cette estimation a été faite. Souvent, on met tout simplement au prix du vendeur, où on fait des estimations de complaisance pour être sûr d'obtenir le mandat. Agnès qui dit « Et encore, c'est les vacances pour beaucoup », mais oui, clairement. Du coup, tu peux poser ce genre de questions. Et après, ça, c'est quand même quelque chose qu'on a vu ce matin avec la team, c'est qu'à un moment donné, vous aurez beau faire tout, si le vendeur n'est pas vendeur, qu'il n'a pas un vrai projet de vente, vous ne pourrez pas le convaincre sur la valeur de son bien. OK ? Ah, il a rentré ses travaux dedans. Oui, alors les travaux, on ne les compte pas. Admettons, il a eu une facture de 17 000 €. On ne rentre pas 17 000 € en plus du prix. Et en plus de ça, ça va dépendre des travaux qui ont été faits, de la qualité des travaux, de la qualité des finitions. Et est-ce que par rapport à un bien standard, à la norme qu'on attend des biens aujourd'hui, est-ce que ces travaux, ils sont vraiment en plus ? Ou alors que juste ça remet simplement le bien. Est-ce que ce n'est pas des travaux qu'il aurait déjà dû faire, lui, le temps de son occupation du bien? Est-ce que ce n'était pas des travaux tout simplement d'entretien du bien, des choses qu'il aurait dû faire, lui, tout le temps de son occupation? Donc ça, ce sont des questions que tu peux lui poser. Ça va commencer à lui mettre un petit peu le grain de sable, ou le gros caillou dans sa chaussure, ou le grain de sable dans son cerveau. Et pourtant, il dit avoir le couteau sous la gorge. Donc, autre question que tu peux poser, Béatrice, c'est lui dire, lui poser la question, si dans 3 mois, ou dans 4 mois, ou dans 6 mois, tu choisis, toi, la date butoir, de lui dire s'il n'a pas vendu, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fonction de la réponse, tu sauras s'il est vendeur ou pas. Alors, ça, c'est un truc que je m'étais noté, parce que c'était un truc important. En fait, j'ai recommencé à noter parce que ce matin, j'ai oublié de dire des choses hyper importantes à la réunion et ça m'a contrariée. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'étais dans un jour pas cool. Donc, j'ai voulu noter les choses importantes et ça en fait partie. Sauf que ça y est, j'ai déjà mangé mon bébé. Ah oui, il dit avoir le couteau sous la gorge. Alors, paradoxalement, quand les vendeurs, alors ça arrive parfois, que les vendeurs ayant un vrai besoin de vendre, mais vraiment, un petit peu comme tu dis, s'il est pris à la gorge, il y a un espèce de phénomène psychologique qui se passe. Au lieu de se mettre au prix, ils mettent le bien encore plus cher. Parce qu'ils sont, bonsoir Clarisse, ils sont stressés par l'argent et bizarrement, ils mettent le bien au-dessus du marché, alors qu'ils sont vraiment pendus. Moi, j'ai vu ça pour des situations où le bien, il allait être saisi. OK ? Donc là, on parle vraiment de situations où le bien doit être vendu vraiment très, très rapidement. Si tu as ce genre de vendeur-là qui est vraiment pris à la gorge, c'est une des rares, ou même le rare cas où j'accepte que vous preniez le mandat, OK, à son prix, parce qu'à la première offre, il lâchera, mais en ayant conscience que la difficulté, ça va être d'emmener des acquéreurs dessus. Donc ça, c'est bien si vous avez un gros fichier d'acquéreurs, que vous avez des acquéreurs en attente de biens, parce qu'il va falloir arriver à faire venir des acquéreurs. Ça ne sera clairement pas en passant le bien en pub que vous allez avoir des acquéreurs sur ces biens-là. OK ? Mais sachez que là, les vendeurs, ils cèdent à la première offre, ils cèdent. Et que la difficulté, c'est d'emmener les acheteurs.
Donc, idéalement, il faut avoir un bon fichier d'acquéreur Ah, Béatrice, tu me confirmes, tu me dis que c'est ça qui se passe. Ouais, donc là, effectivement, ça, c'est un peu dramatique. Ouais, c'est un peu dramatique. Donc là, aide-le parce qu'il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et ton gros job, ça va être d'appeler tout le monde, vraiment, d'appeler tout le monde pour faire venir des acheteurs qui recherchent ce type de bien-là au prix que toi, tu l'as estimé, hein, pas à son prix à lui. Parce que la difficulté, il ne faut pas croire, il n'y a pas tant d'acheteurs que ça qui sont capables de faire des offres, des grosses offres. C'est faux. Ça, c'est une idée reçue. Les seuls qui sont capables, c'est ceux qui cherchent des coups de fusil. Et généralement, ce sont des investisseurs. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le gros, comment dire, avoir la grosse renta derrière. Ok. Mais les autres, ils ont tellement peur de passer à côté du bien de leur rêve qui font pas des estimations, qui font pas des offres si dingues que ça, si délirantes que ça. Ok. Donc là, la difficulté, ça va être ça. Ben, active tout ton fichier, tout ton carnet d'adresses, Béatrice, pour arriver à faire venir un acquéreur sur ce bien-là, pour aider ce vendeur. Et explique-lui vraiment que là, il est en train de se mettre dans une situation compliquée. Et tu peux lui expliquer tout ce que je t'ai dit, d'accord, pour montrer que tu as bien compris la problématique. Alors, tu le dis avec d'autres mots et mieux que ce que je t'ai dit, parce que là, je te l'ai expliqué à toi. Maintenant, il faut que tu trouves les mots pour lui expliquer à lui. Mais ouais, ça, c'est chaud. Moi, j'en ai eu plusieurs comme ça. Et c'est le seul cas où je prenais le mandat en exclu auprès du vendeur. Mais bon, là, par contre, j'étais dans une agence avec un gros réseau et on avait un vrai fichier d'acquéreurs. Donc bon, j'arrivais à faire amener des gens. Parce que c'est ça le problème, c'est de faire venir des acquéreurs. D'accord. Et ils ne viendront pas avec une annonce, c'est faux. OK. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Béatrice? Et Mélanie qui dit « Et encore certains ont la tête dure ». Oui, c'est vrai. Mais ils sont plus lucides, là, les gens, quand ils sont dans cet état-là. Hein, ils ont un gros choc psychologique. Ils sont plus capables de réfléchir. Ils ont disjoncté complètement. Hein. D'accord. C'est une situation hyper stressante qu'ils vivent. Donc, c'est compliqué. Mais c'est normal. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est tout à fait normal. Ok. Voilà, voilà. Du coup, je pense que là, on n'est pas trop mal. Béatrice qui me dit oui, super, merci. Ok, génial. Ouais, bon, moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et 19h02, on s'est refait un live d'1 heure. Moi, j'hallucine. Ok. Bon, et ben si c'est terminé, moi je suis hyper ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Et bien on se retrouve demain à 18h en live. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, que j'aborde, allez-y, foncez, go, c'est le moment, dites-le moi. Ah, Fabienne qui dit « Pour avoir ce discours, il faut être sûr de son estimation et ce n'est pas encore mon cas ». Alors, de quel discours, Fabienne, tu parles? Parce que là, je suis perdue, moi. Ah, et Pauline, la publicité. Alors oui, Pauline, je veux bien la publicité, mais quoi au sujet exactement de la publicité? Parce que donne-moi une orientation, un angle. Un angle. Parce que la publicité, on peut dire beaucoup de choses. Sarah, c'est pareil, chiffre d'affaires, dis-moi en plus, qu'est-ce que tu veux savoir au niveau du chiffre d'affaires? Allez, go, on fonce. Hop, ah ben ça y est. Ah, les supports, combien et combien de temps? Bon, j'ai peur que ma réponse, ça ne vous plaise pas du tout au sujet de la publicité. Mais il y a eu une discussion au sujet de la publicité, malgré tout, sur la page du journal de l'agence, journal dans lequel vous savez que j'écris. Il y a eu une grosse discussion que j'ai beaucoup appréciée.
Moi, la réponse que je vais vous donner, elle m'a valu un 9 sur 20 à mon dossier professionnel dans le cadre du BTS des professions immobilières. Mais je suis ravie et heureuse de savoir que je ne suis pas la seule à penser ça et qu'il y en a aujourd'hui qui font ce que je pense et qui ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc, c'est un grand sujet, mais il faut être prêt à encaisser la réponse. Fabienne qui me dit, le discours que tu viens d'expliquer par rapport au vendeur qui se met en danger, mais dont l'autre agent a fait une estimation plus haute. Ouais. Ouais. Bon, après, vous avez souvent peur de vos estimations, mais si vous les faites correctement, un petit peu comme on a vu là ce soir, en tenant compte toujours du profil de l'acheteur, hein, de l'acquéreur cible, ok, il n'y a pas de raison que vous ayez peur de vos estimations. C'est en faisant que vous allez prendre confiance en vos estimations. Est-ce que toute votre vie, vous aurez un doute sur vos estimations? C'est possible. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous tenir aux faits. Si les offres que vous obtenez ou les ventes que vous faites, elles sont à chaque fois dans votre fourchette d'estimation, vous n'avez plus à douter de vos estimations. D'accord? Moi, je me suis plantée une fois dans ma vie sur une estimation. En plus, je me suis plantée vraiment dans le mauvais sens. Oui, ça m'a traumatisée et j'y pense encore. C'est vrai, ça m'est arrivé une fois. Bon, voilà. Et parce que je me suis laissée emballer par la présentation du bien, qui avait vraiment une déco top. Mais voilà, je me suis laissée emballer par mes émotions. Je suis sortie des éléments factuels. Et c'était sur un pré-relais en plus. Donc, voilà, j'étais pas très, très fière de moi. Voilà, mais bon, c'est arrivé une fois, on va dire. Après, on est humain, hein, on ne peut pas faire du 100%. Mais alors, surtout, quand vous avez des biens qui sont vendus, des biens que vous aviez estimés, d'accord, qui ont été vendus, pensez toujours à demander au vendeur combien, au final, le bien a été vendu. Alors, bien sûr, il n'est pas censé vous dire toujours la vérité, mais expliquez-lui que c'est pour vous améliorer dans vos estimations. Il aura plus tendance à vous dire la vérité si vous lui expliquez le pourquoi. Parce que si vous lui demandez juste le prix, il va dire, ça, à la limite, ça ne vous regarde pas, ou il va vous balancer un prix parce qu'il aura honte. Mais expliquez-lui que pour vous, c'est pour vous améliorer. Et comme ça, vous allez croiser à chaque fois. Vous allez voir si vous tombez bon ou pas. Alors, Sarah, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au réseau dont tu parles sur le chiffre d'affaires? Ou tout simplement ce que c'est un bon chiffre d'affaires à faire? Alors, si c'est ça, je ne fonctionne pas en chiffre d'affaires parce que vous êtes tous sur des montants de commission complètement différents, vous êtes sur des marchés complètement différents, hein. Il y en a pour qui une moyenne de com, c'est 15 000 € et d'autres, une moyenne de com, ça va être 5 000 € en fonction de la zone géographique. Donc, forcément, on ne peut pas comparer ça entre eux, mais c'est plus de dire un nombre. C'est pour ça que je fonctionne toujours en nombre de ventes annuelles parce que c'est plus comment dire, c'est plus facile à comparer. On compare au moins deux données qui sont comparables entre elles. Alors que comparer du chiffre d'affaires sur des régions différentes, ça veut rien dire. Est-ce que c'était cette orientation-là? Ah, voilà. Donc, du coup, je suis en train de te répondre, Sarah. Et est-ce que c'est OK pour toi la réponse ou pas? Moi, je crois l'avoir dit hier, pour moi, ce métier, sauf si c'est un choix de vie. Attention, hein, sauf si c'est un choix de vie parce que quand c'est une deuxième activité, par exemple, voilà, qu'il y a le conjoint qui bosse et que vous faites ça parce que vous avez envie de bosser et que vous le faites à mi-temps,
Bon, on ne va pas parler du nombre de ventes parce que là, on va dire que c'est un plaisir, c'est pour vous, pour pas vous occuper, mais pour donner du sens à votre vie. OK? Maintenant, si c'est une activité que vous voulez exercer à plein temps, que vous voulez en vivre vraiment décemment, moi, je pars du principe qu'il faut faire 2 ventes par mois. Okay, à terme, vous ne pouvez pas les faire en démarrant, c'est évident. Vous ne pouvez pas les faire en n'ayant pas toute la vision dont on a parlé hier de l'immobilier, la stratégie, les méthodes, le machin, enfin tout le truc. Mais c'est un métier qui consomme tellement d'énergie avec vous-même, avec les clients, avec la concurrence, avec tout, que franchement, en dessous de 2 ventes par mois, c'est compliqué. Bon, après, c'est pareil. C'est sûr que si vous allez me dire, oui, mais quand on fait 15 000 € de CA, on peut se permettre de faire, quand la moyenne de la com, elle est de 15 000 €, on peut se permettre de faire qu'une vente par mois. Oui, bah, bien sûr, ça, on est d'accord. OK, mais bon. Après, 2 ventes, c'est bien. Voilà, 2 ventes par mois, c'est bien. Entre, allez, du coup, ça fait moins d'une vente, pour moi, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas de faire ce job, sauf si c'est une activité à temps partiel que vous avez décidé de faire. Ça, c'est encore autre chose. Mais moins d'une vente par mois, c'est que soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Voilà. Je ne sais pas si ça répond trop à la question, Sarah, ou pas. Mais voilà, en gros, ma vision des choses par rapport à ce métier-là. Agnès qui dit oui, c'est le plus dur métier, je le dis aux clients. Alors, oui et non. Ce qui est dur dans ce métier, c'est ceux qui n'ont pas vu le live d'hier, j'en parle de ça. C'est plus arriver à avoir une vision, d'accord, à rester droit dans ses bottes. D'ailleurs, on en a parlé ce matin en réunion avec Uriel. D'ailleurs, la team, si vous êtes encore là, je pense à Marjo. Qui est-ce qu'il y avait ce matin? Il y avait Marjo. Céline aussi, tu étais là. Uriel qui est franchement une super négociatrice, mais vraiment, pour moi, c'est une guerrière. Elle est forte, elle est vraiment forte, elle est très forte en rentrée de mandat, en exclusivité et tout. Eh bien, elle doutait encore d'être dans le bon chemin, de faire les choses qu'il faut parce que ses collègues à l'agence lui disaient que là, dans telle situation, elle aurait dû rentrer le mandat alors que non, elle a eu raison de ne pas rentrer le mandat. Et ça, c'est dur. C'est dur de rester droit dans ses bottes, d'avoir cette vision et de rester en accord avec cette vision-là. Ça, c'est difficile. D'être au milieu de la concurrence de gens qui bossent en one-shot, ça, effectivement, ça peut être dur parce que du coup, nous, on est plus à jouer sur le long terme, à au final gagner et pas forcément gagner tout de suite. Donc ça, des fois, on a des petites déceptions, mais au final, on gagne plus souvent qu'eux. Voilà, mais on a souvent des pensées à court terme, donc c'est difficile. C'est plus un combat avec soi-même, en fait, je dirais, que vraiment un métier difficile, parce que quand on a les bonnes clés, ce métier n'est pas si difficile que ça. Au contraire, moi, je le trouve vraiment passionnant. C'est une vraie drogue, clairement. Mais voilà, c'est ça qui est difficile pour moi, à mon sens. En tout cas, pour l'avoir pratiqué de nombreuses années. Ah, alors là, Pauline, tu peux être hyper chanceuse et vendre au bout de 15 jours comme au bout de 3, 4 mois, 6 mois. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Avoir un pseudo coup de bol, parce que c'est pas que du coup de bol, mais d'avoir un vendeur qui te fait confiance rapidement, qui t'écoute rapidement au niveau du prix. C'est un mandat, ce qu'on appelle cœur de cible, qui correspond quand même au gros de la demande. Tu le mets en annonce et puis bim, tu as ta vente de fait. Donc là, c'est génial. Après, il faut remarquer l'essai plusieurs fois. Il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, mais après, c'est normal aussi de ne pas vendre le premier mois, hein, franchement, ou même les 2 premiers mois, c'est normal. Et de toute façon,
c'est pas la vente qu'il faut viser, ça je le répète souvent, je le dis souvent, c'est pas la vente qu'il faut viser. Ce qu'il faut viser, c'est de comment on fait une vente, d'accord? Et je pense que vous me suivez depuis assez longtemps, que vous m'entendez assez souvent le dire. On ne cherche pas à rentrer des mandats, parce que ça, tout le monde peut le faire, hein, il n'y a pas de problème avec ça. On cherche à rentrer des mandats qui font vendre, d'accord? Parce que c'est le mandat uniquement. On aura beau dire ce qu'on veut, ok? C'est le mandat qui fait vendre, ok? C'est pas autre chose. Donc, Pauline, 4 mois sans rien, ça me paraît pas si grave que ça. Après, il faut voir tes mandats, le nombre de mandats, la qualité des mandats. Et puis une vente, ça, tu peux ne rien faire aujourd'hui et demain en faire une, d'accord? Faudrait voir, faudrait creuser un petit peu. Alors, Agnès qui me disait, je parle des estimations. Ah oui, d'accord, ok, je comprends mieux. C'est pour ça que vous disiez, Agnès, c'est pas une science exacte, c'est des estimations. Bah, je suis embêtée là, hein, pour répondre. Je sais pas. Je sais pas si j'avais un don là-dessus ou pas, j'en sais rien. Mais je vous dis, moi, je me suis plantée une fois sur une estimation. Par contre, je me suis plantée bien, en beauté. Hein. J'ai fait la belle merde sur le dossier qu'il fallait pas. Vraiment, le truc bien relou. Bon, voilà. Voilà. Ce que j'en pense, je sais pas. C'est un beau sujet, les estimations. Généralement, ça échauffe les foules un peu. Ça échauffe les foules. Non, après, c'est sûr que c'est moins une science exacte quand les marchés ils sont un peu dingues. Quand on est sur du marché tendu, là, je veux bien. On peut, effectivement, il y a certains biens qui se vendent plus cher que ce qu'on aurait pensé, mais là, c'est pareil. Une estimation, elle se remet à jour. On ne peut pas faire une estimation. L'estimation, tiens, ça, c'est une belle conclusion, ça. Ou pas, mais c'est une conclusion quand même, on va dire. L'estimation, elle est valable et elle n'a de la valeur que le jour où vous la faites, d'accord? Une semaine après, 15 jours après, 3 mois après, 6 mois après, elle n'a plus de valeur. Donc vos estimations, il faut régulièrement les refaire. Si vous avez fait encore plus sur des marchés tendus, si vous avez une estimation qui a plus de 3 mois, il faut vérifier. Le prix, il peut avoir bougé, il peut y avoir de nouveaux éléments, il peut y avoir de nouvelles données, de nouveaux biens vendus qui vont changer votre estimation, d'accord? Comment? C'est comme un devis d'un artisan, ouais. Il a une durée de validité. Oui, si on veut. Non, je suis hyper sérieuse avec ça. Peut-être que ça, c'est un élément que vous n'avez pas mesuré, auquel vous n'avez pas pris conscience. L'estimation, elle est valable le jour où vous la faites, point. OK? Après, elle n'est plus valable parce que après, il y a d'autres biens qui se vendent, il y a d'autres biens qui ne se vendent pas, il y a d'autres biens qui arrivent sur le marché. Donc, ce que vous dites un jour, eh ben, ça peut évoluer. Alors, je ne dis pas que ça va obligatoirement évoluer, mais avec les nouvelles données et dans un marché tendu, justement sur les prix à la hausse, où des fois on ne comprend pas, le bien il s'est vendu plus cher, eh bien, c'est parce qu'il y a eu de nouvelles données auxquelles on n'a pas, desquelles, je ne sais plus comment on parle, on n'a pas tenu compte. OK? Donc ça, c'est vraiment... je vous invite vraiment, s'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient des estimations un peu vieillottes, eh ben, c'est un super moyen pour reprendre contact avec le vendeur et réactualiser l'estimation. Vous êtes OK avec ça ou pas? Dites-moi dans les commentaires. 12 mandats, Pauline. Alors déjà, bravo, parce que 12 mandats en 4 mois, c'est bien. Maintenant, après, il faut voir la qualité des mandats. Il faut voir si ce sont des mandats qui sont ce qu'on appelle cœur de cible. Est-ce que ce n'est pas des biens qui sont un petit peu hors normes, qui ne représentent pas le maximum de la demande des acheteurs? Donc là, il faudrait faire une petite analyse du fichier. Est-ce qu'ils sont au prix, etc. etc. Là, répondre comme ça, c'est un peu compliqué. 12 mandats, il y a de quoi faire, franchement.
Normalement, il doit y avoir du potentiel là-dedans. Pauline. Voilà, chercher. Sophie, tu nous rejoins, c'est génial, mais en fait, on a terminé. Du coup, tu regarderas le replay. Et par contre, si tu as une question sur les estimations, vas-y, profites-en. On parlait des estimations ce soir, Sophie. Donc, ceux que ça intéresse, eh ben, vous regarderez le replay. On a aussi voté pour les jours de live, puisque les FAQ, au lieu qu'elles soient enregistrées, on les fera en live toute l'année pour garder un petit peu cet esprit des lives qui a l'air de super bien vous plaire. Jean-Baptiste, ben, idem pour toi. Tu nous rejoins sur la fin. Donc, c'est pareil que pour Sophie. Mélanie, oui, le marché sur certains secteurs bouge. Il faut se mettre à jour, tout à fait. Et Pauline qui dit, tu me rassures. Et Jean-Baptiste qui dit, yop. Ok, super. Bon, et ben là, 19h20, moi, je dis, on a battu les records du record. On est carrément au top. On a bien bossé, je trouve. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur, que ça vous a apporté beaucoup de réponses à vos questions, que vous y voyez un peu plus clair, que vous comprenez mieux la vision. Jean-Baptiste qui dit Sniff, j'étais en rendez-vous. Ben ouais, heureusement. Et oui, Pauline, tu fais bien de le dire, on se voit. Alors demain, grosse journée. Demain, on se voit à 18h parce que je ne lâche pas mon défi 30 jours. Je continue mes lives et ensuite à 20h. Donc demain, on se fera un petit live express. On fera peut-être 30 minutes, 30-40 minutes grand max parce qu'après, effectivement, à 20h, je fais la conférence. Donc, je ne pourrai pas rester aussi tard demain. Donc, demain, on ne se quitte pas. Jean-Baptiste qui dit mais aujourd'hui, on a des outils top pour les évaluations. Oui, en partie. Après, ça dépend desquels. Mais on a beaucoup parlé de ça, justement, Jean-Baptiste, ce soir. Donc, écoute, je t'invite à revoir le replay et à mettre ton avis, si tu veux, dans les commentaires parce que je regarderai. Je vous souhaite une super soirée. Je vous remercie. Donc, demain, 18h et 20h. Belle soirée à tous. Merci. Ciao.